Mes paumes ont laissé des traces de sueur sur la lettre d'acceptation tandis que je regardais mes parents de l'autre côté de la table de cuisine. Leur visage s'était transformé d'un désintérêt occasionnel en quelque chose de plus dur, quelque chose que j'avais déjà vu auparavant, mais jamais avec une telle clarté. « Diana » a dit maman, sans vraiment croiser mon regard. Le certificat de bourse partielle dans ma main, celui que j'avais gagné en veillant d'innombrables nuits, celui qui couvrirait la moitié de mes frais de scolarité, s'est soudainement senti sans valeur. Les murs de la cuisine semblaient se rapprocher à mesure que les paroles suivantes de papa s'enregistraient. « En fait, il est temps pour toi de déménager. Nous avons décidé de donner ta chambre à ton neveu. » Je ne pouvais pas respirer. Cette année à voir ma sœur Olivia tout recevoir pendant que je ne recevais rien m'avait préparé à la déception. Mais pas cela. Pas le fait d'être sans abri à 18 ans, pas l'abandon total alors qu'il continuait à soutenir ma sœur qui avait abandonné ses études et son enfant. Mais où suis-je censé aller ? Ma voix est sortie en un murmure, étrange à mes propres oreilles. « Tu es adulte maintenant » a répondu maman, sa voix devenant froide alors qu'elle désignait la porte. « Il est temps que tu t'occupes de toi. La situation de la chambre est non négociable. Je m'appelle Fiona. J'ai 25 ans et je suis chef de département dans une entreprise. Voici l'histoire de la façon dont j'ai reconstruit ma vie après que ma famille m'a rejeté et comment la justice les a finalement trouvés dans une salle d'audience. J'avais toujours su que j'étais le second choix dans ma famille. Né 5 ans après ma sœur Olivia, j'ai grandi en observant le contraste frappant dans la façon dont nous étions traités. Quand j'avais besoin de nouvelles chaussures parce que les miennes avaient des trous, maman me renvoyait avec un « nous t'avons juste acheté des chaussures l'année dernière ». Mais Olivia pouvait mentionner qu'elle aimait quelque chose, et cela apparaissait dans sa chambre le lendemain. Le schéma était limpide un matin particulier quand j'avais 12 ans. Olivia était étendue sur le canapé, envoyant des messages sur son tout nouveau téléphone juste parce que nos parents le lui avaient offert. « Je ne veux pas aller à l'université », a-t-elle annoncé pendant le petit déjeuner. « C'est inutile et ennuyeux. Je préférerais simplement rester à la maison. » Maman a failli laisser tomber sa tasse de café. « Mais chérie, qu'en est-il de ton avenir ? » Eh bien, papa a commencé avec prudence. « Nous avions prévu de payer n'importe quelle université que tu choisirais, même si c'est dans un autre état. » Le comportement entier d'Olivia s'est transformé instantanément. « Attends, n'importe quelle université ? Même une loin d'ici ? » « Bien sûr, ma chérie, maman a ajouté. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi. » Dans ce cas, les yeux d'Olivia se sont illuminés. « Je veux aller à Pacific State. C'est parfait, et c'est à 3 états d'ici. » J'étais assise là, à pousser mes céréales dans mon bol, sachant déjà que quand mon tour viendrait, la conversation serait très différente. Mais j'avais mes propres plans. Tandis qu'Olivia traversait le lycée avec des notes médiocres et une vie sociale active, je me suis plongé dans mes études. Il ne s'agissait pas seulement de prouver quelque chose. Il s'agissait de survie. Je l'ai regardé partir à l'université avec ses frais de scolarité entièrement payés et une nouvelle garde-robe tandis que j'économisais chaque dollar de mes babysitting et de mes cours particuliers. Puis est venu l'appel qui a tout changé. Olivia, 3 mois après le début de sa 3e année, était enceinte et le père n'était plus là, une phrase que j'entendrai répéter d'innombrables fois. Mes parents lui ont immédiatement dit de rentrer à la maison, promettant de s'occuper de tout. Quelques mois plus tard, notre maison s'est remplie des bruits d'un nouveau-né. Juste comme ça, mes parents avaient un petit-fils dont s'occuper. Olivia s'est installée à la maison toute la journée avec le bébé, ne montrant aucun intérêt à trouver du travail ou à terminer son diplôme. « Je suis une mère à temps plein maintenant », disait-elle fièrement chaque fois que quelqu'un mentionnait le travail. C'est le travail le plus important du monde. Pendant ce temps, j'étudiais plus que jamais. Mes efforts ont porté leurs fruits avec l'acceptation au collège communautaire local et cette bourse partielle, celle qui semblait maintenant se désintégrer entre mes mains. Comme mes parents l'ont expliqué, ils n'avaient aucune intention de m'aider. Cette nuit-là, après avoir été prié de quitter ma maison, j'ai marché sans but dans le quartier, mon esprit affolé de panique. Puis, comme une lumière perçant le brouillard, je me suis souvenu de Julia. Nous étions amis depuis le collège. Mes mains tremblaient quand je l'ai appelée. Julia vivait dans un bel appartement en centre-ville, un cadeau de diplôme de ses riches parents. Quand je suis arrivé, elle a jeté un coup d'œil à mon visage couvert de larmes et m'a serré dans ses bras. « Tu restes avec moi », a-t-elle déclaré en me faisant entrer. « Aussi longtemps que tu en auras besoin,
sans discuter. Le lendemain matin, Julia a appelé ses parents et leur a demandé de venir. J'ai essayé de protester, mais elle n'a rien voulu entendre. Ils voudront t'aider, Fiona. Laisse-les faire. Monsieur et Madame Brox sont arrivés dans l'heure. Ils ont écouté attentivement tandis que je partageais mon histoire à contre-cœur, essayant de garder ma voix stable. C'est inacceptable, a dit Monsieur Brox quand j'ai eu fini, son visage rouge de colère. Aucun parent ne devrait traiter son enfant de cette façon. Julia, ta mère et moi allons payer les études de Fiona. J'ai commencé à secouer la tête. S'il vous plaît, je ne pourrai pas. Tu n'as pas besoin de le rembourser, a ajouté Monsieur Brox. Considérez-le comme un investissement dans l'avenir d'une jeune femme brillante. J'apprécie cela plus que je ne peux le dire, ai-je insisté, mais j'ai besoin de le rembourser. S'il vous plaît, cela signifierait tout d'avoir votre aide, mais je veux le gagner. Ils ont échangé des regards, et Monsieur Brox a hoché la tête avec ce qui ressemblait à du respect. J'ai rédigé une quittance formelle sur le champ, ma main tremblant légèrement en la signant. Les jours suivants se sont déroulés dans un flou d'adaptation. Un soir, j'ai vu une annonce de recrutement dans le café près du campus. J'en ai parlé à Julia, et elle a répondu de manière inattendue que nous devrions postuler ensemble. J'ai été surprise. Julia n'avait jamais travaillé auparavant. Elle n'en avait jamais eu besoin. Nous avons toutes les deux été embauchées. Travailler ensemble s'est avéré plus amusant que nous ne l'avions imaginé. Nous rentrions épuisés mais en riant, sentant le café, et partageant des histoires sur les clients difficiles. Pendant un dîner du dimanche chez ses parents, Madame Brox m'a prise à part. Je dois te remercier, Fiona, a-t-elle dit doucement. Julia est différente maintenant, plus responsable, plus indépendante. Avant que tu n'emménages, elle ne pensait jamais à travailler ou à gérer son propre argent. Maintenant, elle ne nous a pas demandé d'argent supplémentaire depuis des mois. Elle grandit, et je pense qu'une grande partie de cela est due à ton influence. Ce n'est pas à cause de moi, ai-je protesté. Julia a toujours été incroyable, ai-je protesté. Monsieur Brox nous a rejoints, souriant. C'est vrai, mais tu lui as montré une autre façon de voir les choses. Tu sais ce qu'elle m'a dit hier? Elle a dit qu'elle était fière de gagner son propre argent de poche. Notre Julia, fière de travailler dans un café. C'était une confession sacrément agréable. Le collège communautaire n'avait peut-être pas le prestige de l'université d'État où Olivia avait abandonné ses études, mais j'étais déterminé à en tirer le meilleur parti. Je me suis jeté sur chaque opportunité. Compétitions académiques, programmes de leadership étudiant, projets de crédit supplémentaires, tout ce qui pouvait m'aider à me démarquer. Le concours d'affaires de l'État avait été un tournant. J'étais resté éveillé 3 nuits d'affilée à préparer ma présentation sur les pratiques commerciales durables. Quand ils ont annoncé mon nom comme lauréate de l'État, je ne pouvais pas y croire. Le doyen Reynolds m'a appelé à son bureau une semaine plus tard. Félicitations pour ta victoire. Le collège a décidé de t'offrir une bourse complète pour le reste de tes études. Ce soir-là, j'ai appelé Julia avec la nouvelle. Elle a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Il faut fêter ça, a-t-elle insisté. Maman, papa, Fiona a obtenu une bourse complète. Les Brox ont insisté pour organiser un dîner en mon honneur. Leur maison était devenue plus un foyer pour moi que ne l'avait jamais été la maison de mes parents. Chaque Noël, chaque fête, ils s'assuraient que je savais que j'avais ma place à leur table. À Fiona, Monsieur Brox a levé son verre au dîner. Nous avons toujours su que tu pouvais le faire. Même avec la bourse complète, j'ai gardé mon travail au café. Julia était passée à autre chose, mais j'appréciais le travail et le revenu supplémentaire. Chaque dollar que j'économisais se sentait comme une autre brique dans la fondation de mon avenir. Le jour de la remise des diplômes est arrivé plus vite que je ne l'avais imaginé. Tandis que je me tenais dans ma toge et mon mortier, j'ai cherché dans la foule et j'ai trouvé les Brox me souriant. Mes propres parents et ma sœur n'étaient pas là. Et honnêtement, je préférais cela ainsi. Je ne leur avais pas parlé depuis le jour où ils m'avaient mis à la porte, et je n'avais aucun désir de changer cela. Fiona, Monsieur Brox m'a rattrapé après la cérémonie. Grâce à sa recommandation, j'ai décroché un poste dans leur équipe de gestion de projet. Le salaire était suffisant pour que je loue mon propre appartement. Rien de fantaisie, mais c'était le mien. Chaque mois,
je mettais de l'argent de côté pour rembourser les Brox malgré leurs protestations continues. Je me suis jeté dans le travail avec la même détermination que celle que j'avais montrée à l'université. Il y avait un projet particulièrement difficile que personne ne voulait toucher. Une refonte complète de notre système de gestion de la clientèle. Je me suis porté volontaire pendant 6 mois. J'ai vécu et respiré ce projet. Des nuits tardives, des réunions interminables, d'innombrables révisions. Mais à la fin, nous n'avons pas seulement réussi. Nous avons dépassé chaque objectif. Le nouveau système a augmenté la fidélisation des clients de 40% et a généré des millions de revenus supplémentaires. 2 ans après avoir commencé chez Jensen Corp, j'ai remis à Monsieur Brox un chèque pour le montant total de mes frais de scolarité, y compris les intérêts. « Tu n'avais pas à faire cela », a-t-il dit doucement. « Oui, je l'ai fait », ai-je répondu. « Vous avez cru en moi quand personne d'autre ne le ferait. Mais j'avais besoin de le faire seul. » Une semaine plus tard, j'ai été appelé au bureau de la PDG. Je pensais que c'était à propos du projet de gestion de la clientèle, et d'une certaine manière, c'était le cas. « Fiona », a-t-elle dit, nous créons un nouveau département pour gérer les relations clients stratégiques basées sur le succès de ta refonte du système. Nous voulons que tu le diriges. À 25 ans, je suis devenu la plus jeune chef de département de l'histoire de l'entreprise. L'augmentation de salaire était substantielle, plus d'argent que je n'aurais jamais rêvé de gagner à cet âge. J'ai décidé de fêter ma promotion par une petite fête dans mon appartement. Rien de trop fantaisie, juste des amis proches et quelques cousins avec qui j'étais resté en contact au fil des ans. Julia m'a aidé à tout organiser comme elle le faisait toujours pour les occasions spéciales. La nourriture est incroyable, a dit ma cousine Rachel en se servant une autre entrée. Tu as vraiment réussi, Fiona. Cet appartement est magnifique. La soirée se déroulait parfaitement. Monsieur et Madame Brox discutaient avec mes collègues de travail. Le vin coulait à flots, et les rires remplissaient chaque coin de ma maison. J'étais en train de raconter une histoire amusante sur mon premier jour en tant que chef de département quand la sonnette a retenti. Je vais ouvrir, ai-je dit, supposant que c'était la livraison tardive que j'attendais. Au moment où j'ai ouvert la porte, mon sang s'est glacé. Il y avait mes parents et Olivia avec son fils de 7 ans caché derrière ses jambes. 7 ans. 7 ans depuis que je les avais vus pour la dernière fois, et les voilà sur mon pas de porte. Eh bien, maman m'a dépassé pour entrer dans l'appartement, papa et Olivia la suivant de près. Tu ne vas pas accueillir ta famille. Je suis resté figé, ma main toujours sur la poignée de la porte. Comment m'avait-il trouvé? Puis j'ai aperçu l'expression coupable de Rachel à travers la pièce, et j'ai su qu'un de mes cousins devait leur avoir parlé de la fête. Quel genre de fille organise une fête et n'invite pas ses propres parents? La voix de maman a porté à travers la pièce maintenant silencieuse. Nous avons dû l'apprendre des autres. Retrouvant ma voix, j'ai redressé ma colonne vertébrale. Il n'y a aucune raison pour laquelle je vous inviterai. Vous avez clairement dit il y a des années que nous n'étions plus une famille. Ne sois pas ridicule, maman a agité la main de manière dédaigneuse. Nous sommes tes plus proches parents. Bien sûr, nous devrions être ici. Avant que je puisse répondre, il se frayait un chemin vers la salle à manger. Maman a repéré Monsieur Brox assis à table et s'est dirigée droit vers lui. « Excusez-moi » a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de fausse douceur. « J'ai besoin de cette place. Je suis la mère de Fiona, sa mère bien-aimée. » La pièce est devenue silencieuse. Monsieur Brox m'a regardé, clairement incertain de comment gérer la situation. D'autres invités se sont agités inconfortablement sur leur siège tandis que ma famille se serrait dans des espaces qui n'existaient pas. Puis maman a commencé sa performance. Elle s'est levée, un verre de vin à la main, bien que personne ne lui en ait offert. « Tout le monde ici célèbre le succès de ma fille », a-t-elle annoncé grandement. « Eh bien, en tant que sa mère, je mérite aussi des félicitations. Regardez-la, chef de département à seulement 25 ans. » Elle a gesticulé autour de mon appartement avec de grands gestes. Cet appartement luxueux, cette voiture chère sur le parking, l'énorme augmentation de salaire qu'elle vient d'obtenir. Je l'ai regardée avec horreur tandis qu'elle continuait, sa voix devenant plus forte à chaque déclaration. Comment connaissait-elle ces détails sur ma vie? Et pourtant, sa voix est soudainement devenue amère. Avec tout ce succès, elle n'aide pas ses propres parents. Pas un sou. Avant que je puisse répondre, Olivia a sauté,
tirant son fils plus près d'elle pour un effet dramatique. Vous devriez voir comment nous vivons, tout le monde, a-t-elle dit, sa voix tremblant d'une émotion pratiquée. Mon pauvre garçon. Je peux à peine me permettre ces fournitures scolaires. Pendant ce temps, ma sœur vit comme une reine. Elle a tout sur un plateau d'argent. Elle a oublié d'où elle vient, oublié sa propre famille. J'ai senti quelque chose craquer en moi. Ces temps de colère et de douleur accumulés sont remontés à la surface. Je me suis levé, ma chaise raclant bruyamment le sol. Assez. M. À voix a traversé la pièce comme un couteau. Vous voulez parler de famille? Parlons de famille. Pourquoi ne dites-vous pas à tout le monde la vraie raison pour laquelle je ne vous ai pas parlé depuis 7 ans? Le visage de maman a pâli légèrement, mais elle a gardé la tête haute. Papa est soudainement devenu très intéressé par ses chaussures. Dites-leur comment vous avez mis à la porte votre fille de 18 ans, ai-je continué, ma voix stable malgré mes mains tremblantes. Dites-leur comment je suis venu vous voir avec une bourse partielle, demandant de l'aide pour l'autre moitié de mes frais de scolarité, les mêmes frais de scolarité que vous avez entièrement payés pour Olivia, et vous avez refusé. Fiona? Papa a commencé, mais je n'avais pas fini. Dites-leur comment vous avez donné ma chambre avant même que j'aie eu la chance de trouver un autre endroit où vivre. Dites-leur comment vous avez dit que vous en aviez fait assez en m'élevant jusqu'à mes 18 ans. Dites à tout le monde ici comment vous avez laissé votre fille cadette sans abri parce que vous avez décidé que les choix de vie de votre fille aînée étaient plus importants. La pièce était silencieuse. Même le fils d'Olivia avait cessé de s'agiter, sentant la tension dans l'air. Après un tel traitement, ai-je dit, regardant directement ma mère, quel enfant voudrait maintenir une relation avec ses parents? Olivia a sauté, son visage rouge. Oh, pauvre Fiona, toujours la victime. Pendant ce temps, j'élève un enfant seul. Tu élèves un enfant seul dans la maison de nos parents depuis 7 ans, les jeux coupés. Ton fils a 7 ans maintenant, assez âgé pour l'école. Rien ne t'empêche de trouver un travail et d'aider nos parents toi-même. Tu ne comprends pas ce que c'est que d'être mère, a rétorqué Olivia. Tu n'es qu'une carriériste qui ne se soucie que d'elle-même. Tu ne sais pas ce que cela signifie de s'occuper d'un enfant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sortez. Ma voix était calme mais ferme. Vous tous, sortez de mon appartement tout de suite. C'est alors que l'expression de maman a changé pour quelque chose de calculé et froid. Elle a souri d'un sourire qui m'a glacé le sang. Oh, nous partirons, a-t-elle dit lentement. Mais ne pense pas que tu te débarrasseras de nous si facilement. Nous allons te poursuivre en justice. Quoi? J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. Ton père et moi sommes malades, a-t-elle continué, sa voix dégoulinant de fausse fragilité. Nous sommes à faible revenu, nous avons du mal à joindre les deux bouts. Le tribunal se rangera de notre côté. Ils te forceront à payer notre entretien. Après tout, quel genre d'enfant abandonne ses parents âgés et malades quand ils gagnent tant d'argent? La pièce a commencé à tourner. J'ai senti une main sur mon épaule. Julia, aussi stable que toujours. À travers le brouillard, j'ai vu Monsieur Brox sortir déjà son téléphone. Fiona, a-t-il dit doucement, je connais un excellent avocat spécialisé dans les litiges familiaux. Laisse-moi passer un appel tout de suite. Les semaines précédant le procès ont été un cauchemar de harcèlement. Mes parents ont appelé à plusieurs reprises, essayant différentes tactiques à chaque fois. Fiona, réglons cela en famille, disait maman, sa voix doucereuse. Accepte juste $2000 par mois et nous pourrons éviter tout cela. Chaque fois, j'ai raccroché sans dire un mot. Puis ma cousine Rachel a appelé, l'air inquiète. Fiona, tu dois savoir ce qui se passe, a-t-elle dit, tes parents vont voir tous les proches racontant l'histoire larmoyante de comment ils sont démunis et leur fille ingrate les a abandonnés. Ils ont même convaincu tante Martha de leur donner une somme énorme pour leur avocat. Ils jouent la carte des parents âgés et vulnérables à tous ceux qui veulent bien les écouter. Malgré leur tentative de pression, la poursuite a progressé. La première audience était fixée pour un mardi matin. Je me suis assise à côté de mon avocat, Monsieur Patterson, regardant mes parents faire leur numéro. Votre honneur, a commencé leur avocat. Nous avons ici 2 parents âgés aux prises avec des problèmes de santé et des revenus limités. Leur fille, a-t-il désigné en ma direction, a atteint un succès financier significatif. Nous demandons une pension alimentaire mensuelle de $4000.
J'ai senti mon estomac se nouer. 4 000 $ par mois me ruinerait financièrement malgré ma récente promotion. Monsieur Patterson m'a serré le bras de manière rassurante. Si je peux me permettre, votre honneur, il s'est levé, ajustant sa cravate. J'aimerais souligner quelque chose que les plaignants semblent avoir opportunément oublié, ils ont 2 enfants, pas un. La salle d'audience est devenue silencieuse. Mes parents se sont agités inconfortablement sur leur siège. S'ils affirment avoir élevé les 2 filles de manière égale, Monsieur Patterson a continué, alors sûrement les 2 filles portent une responsabilité égale pour l'entretien de leurs parents. Par conséquent, au nom de ma cliente, je demande que toute pension accordée soit partagée également entre les 2 sœurs. Ce serait 2 000 $ chacune. La réaction a été immédiate. Olivia a bondi de son siège comme si elle avait été électrocutée. Non, a-t-elle hurlé. Vous ne pouvez pas me faire payer quoi que ce soit. Je suis une mère célibataire. Je ne peux pas travailler. Ordre dans la cour, a averti le juge. Mais Olivia était incontrôlable. C'est ridicule, a-t-elle continué à pester. Je vais vous dire la vérité. Ils mentent. Maman et papa ont beaucoup d'économies. Il n'y a rien de mal avec leur santé non plus. Les visages de mes parents étaient devenus blancs comme des fantômes. Ils voulaient juste de l'argent facile quand ils ont découvert que Fiona gagnait bien sa vie maintenant, a craché Olivia. Ils ont assez pour vivre, plus qu'assez. Ils pensaient juste qu'ils pourraient la culpabiliser pour nous soutenir tous. L'expression du juge s'était transformée de sévère à incrédule alors qu'il écoutait l'explosion d'Olivia. Il a enlevé ses lunettes et s'est pincé l'arête du nez. En toutes mes années au banc, a-t-il dit lentement. Je n'ai jamais vu une tentative aussi flagrante de manipuler le tribunal, ou un comportement aussi arrogant de la part de parents envers leur enfant. Vous devriez avoir honte de vous. Affaire classée. Le marteau du juge est tombé avec un dernier craquement satisfaisant. Le soir après le procès, j'étais assise dans mon appartement, traitant encore tout ce qui s'était passé. Julia a apporté une bouteille de vin et a regardé pendant que je rédigeais un long message sur les réseaux sociaux. Le message était simple et factuel, juste un récit direct de ce qui s'était passé au tribunal, y compris l'explosion d'Olivia et la révélation sur la véritable situation financière de mes parents. En quelques heures, mon téléphone sonnait constamment de messages de proches et d'amis. Fiona, je n'avais aucune idée, a écrit ma cousine Rachel. Nous avons tous cru leur histoire sur leur dénuement. Je suis tellement désolé. Tante Martha était particulièrement furieuse. Elle s'était présentée chez mes parents le lendemain même, exigeant le remboursement de l'argent qu'elle leur avait donné pour leur avocat. Tu m'as menti, ai-je entendu. Elle avait crié assez fort pour que tout le quartier entende. Vous avez dit que vous aviez du mal à vous procurer de la nourriture, et pendant tout ce temps vous aviez des économies. Je veux récupérer chaque centime, ou je porterai plainte pour fraude. Mes parents n'ont eu d'autre choix que de la rembourser. Un par un, les proches ont commencé à prendre leur distance avec mes parents. Les réunions de famille sont devenues des affaires gênantes, la plupart des gens trouvant des excuses pour ne pas y assister si mes parents devaient y être. Environ un mois après le procès, Rachel a appelé avec d'autres nouvelles. Tu ne croiras pas ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Olivia et tes parents ont eu une énorme dispute. Apparemment, ils l'ont blâmée d'avoir ruiné leur affaire avec son explosion au tribunal. Elle a emballé les affaires de son fils et a déménagé. Elle loge chez une amie du lycée. Et figure-toi, elle a en fait trouvé un emploi au supermarché. Le premier vrai travail de sa vie. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Comment gère-t-elle cela? Oh, elle se plaint partout sur les réseaux sociaux. Tu ne sais pas à quel point il est difficile de travailler 8 heures par jour. J'ai mal aux pieds. Les clients sont si impolis. Quelqu'un devrait lui dire que c'est simplement ça, être un adulte. La vie s'est installée dans une nouvelle normalité. Après cela, je me suis concentré sur ma carrière, mes vrais amis, et les proches qui avaient montré leur vraie couleur, les bons. Les Brox sont restés ma famille de choix, la mère de Julia insistant toujours pour que je vienne dîner chaque dimanche. Parfois j'entends des nouvelles de mes parents et d'Olivia par le biais de la rumeur familiale. Maman et papa se tiennent en grande partie à l'écart maintenant. Leur cercle social a considérablement diminué après que leur stratagème a été exposé. Olivia est toujours au supermarché, se plaint toujours, mais au moins elle subvient à ses besoins et à ceux de son fils pour la première fois de sa vie. Quant à moi, je vais mieux que jamais.
Mon département prospère. J'ai un groupe d'amis solides et suffisamment de membres de ma famille de soutien pour rendre les fêtes chaleureuses et merveilleuses. En repensant à tout ce qui s'est passé, j'ai réalisé que perdre ma famille biologique m'avait forcé à créer quelque chose de mieux, une famille de choix bâtie sur l'amour, le respect et un soutien sincère. Et honnêtement, je ne voudrais pas que ce soit autrement.